Vous regardez 64 minutes, merci d'être avec nous. Vladimir Poutine en opération commando, surnommé le pépé du bunker par ses détracteurs. Le président russe revient sur le devant de la scène alors que l'Ukraine mène une campagne spectaculaire contre les raffineries. Trouver de l'essence devient compliqué en Russie, l'accès à Internet aussi, c'est complexe. Le maître du Kremlin est-il fragilisé? Devient-il prisonnier de sa propre guerre? Deux expertes pour en débattre. Marie Gégaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, ancienne correspondante en Russie. Vous signez cette enquête passionnante, Vladimir Poutine ou la solitude de l'Homo soviéticus, dans Le Monde évidemment. Avec vous sur ce plateau, Vera Grantseva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes russe, vous avez dû quitter votre pays, vous êtes politologue, spécialiste de la Russie et enseignante à Sciences Po Paris. Alors Vladimir Poutine, paranoïaque, je vais y arriver, retranché dans son bunker, le président russe riposte avec ces images que nous avons diffusées dans 64 minutes, lui en uniforme, auprès de hauts gradés. Marie Gégaud, on va voir cette séquence. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Eh bien, on sent chez lui la volonté de reprendre un petit peu du poil de la bête parce qu'il était affaibli. Alors là, évidemment, il est un peu mauvaise mine, on dirait. Donc, il serait dans le Donbass, mais vous voyez, on ne peut absolument pas dire où il est puisque c'est filmé en plan très serré. Et là, il est en effet dans un bunker avec ses généraux. Je crois qu'il y a le chef d'état-major aussi, M. Gerasimov. Donc, il veut montrer qu'il sort, enfin, en tout cas, qu'il est auprès de ses hommes, de son armée, voilà. Mais on n'est pas vraiment sûr que ça soit tourné. Voilà. On dit que c'est dans le Donbass, mais on n'est pas certain. Mais lui, évidemment, il a besoin de montrer qu'il n'est pas affaibli du tout, que tout va bien. D'ailleurs, c'est ce qu'il continue de dire. Tout va très bien, Madame la Marquise. Vous juste un petit peu quelques pénuries, certaines pénuries, a-t-il dit. Mais pas grand-chose. Alors, Vera, cette séquence, justement, martiale, elle est à destination de qui? De sa population d'abord ou des Occidentaux, de ceux qui soutiennent l'Ukraine? Les deux, bien évidemment. Il comprend que ces images seront vues en Russie, mais aussi dans le monde entier. Pour moi, ce qui est important, c'est effectivement comment ces images vont être perçues en Russie par sa société, parce que c'est ça qui maintenant peut aussi nous indiquer dans quel sens la politique russe se développe. Et pour moi, cette séquence et toutes les dernières déclarations de Poutine montrent sa déconnectivité, je dirais déconnexion, de la réalité en Russie. Donc, je regarde ça par les yeux des Russes, que j'écoute tous les jours via les réseaux sociaux et via aussi mes contacts. Et pour eux, écouter que Poutine se flatte de la prise d'une petite village, Konstantinovka, en Donbass, au moment quand eux, ils font les queues pendant des heures et des heures pour avoir du carburant, quand ils se lèvent à 4 heures du mat pour aller chercher les stations où il y a un peu de l'essence pour aller au travail, pour continuer sa vie, où ils doivent annuler leurs vacances parce qu'ils ne peuvent plus aller en voiture, ou ils ont peur d'aller en voiture quelque part parce qu'ils ne comprennent plus. Ah oui, donc il y a un sentiment de danger qui est là. Il y a le sentiment que le président est déconnecté complètement de leur vie, et c'est ça qui commence, et je le vois sur les réseaux sociaux, à monter un peu le mécontentement qui commence à se manifester ouvertement contre Vladimir Poutine. Marie Gégaud, justement dans votre article, vous évoquiez cette scène un peu surréaliste où on voit Vladimir Poutine rencontrer son ancienne institutrice qu'il aurait invitée à dîner dans un hôtel moscovite. Donc il y a vraiment ce besoin, cette nécessité pour Vladimir Poutine aujourd'hui de communiquer sur lui, un homme aux commandes, un homme proche du peuple. Oui, de plus, sa com est absolument millimétrée. Les rendez-vous avec cette institutrice, ils ont lieu régulièrement, une fois par an environ. Et là, donc, il vient la chercher, on voit les images maintenant, il vient la chercher à l'hôtel Arbat, donc au centre de Moscou, où il est arrivé au volant de sa voiture. Donc, on nous montre un président extrêmement décontracté. Et là, il a une petite conversation avec un homme qui se présente comme un touriste. Et en fait, des médias russes d'opposition vont chercher qui en réalité est cet homme. Et c'est un homme des services de sécurité de Gazprom ou d'une autre société affiliée à Gazprom, enfin en tout cas qui sert le Kremlin. Donc il n'est pas du tout spontané. Il y a souvent ça dans ses rencontres Poutine avec le peuple. Il aime bien faire ce genre de séquences un peu décontractées, soi-disant spontanées. Et on se rend compte qu'en fait, d'ailleurs, si vous regardez, là il y a 3 hommes derrière, on voit tout à fait que ces hommes, c'est des gens des services de sécurité. Donc ça montre quoi? Ça montre sa fébrilité, Vera? Sa peur.
Mais oui, ça a peur. Il ne peut pas y avoir de spontanéité. Tout est vraiment chronométré, millimétré. Il ne peut pas rencontrer quelqu'un parce qu'il a trop peur que quelqu'un lui balance des contre-vérités, des choses qui le choqueraient. C'est en cela l'homo soviéticus aussi que, en fait, tout est... Voilà, il faut cacher, il faut colmater les brèches, il faut avoir l'air d'eux. Et finalement, c'est assez grossier parce qu'on voit bien que cet homme n'est pas du tout un touriste. Et ça, on l'a vu trois fois. Tout est monté. En fait, c'est vraiment dans le prolongement de la tradition soviétique, de pratiques qui ont été faites. En fait, l'Union soviétique, c'est ça qu'on découvre après un peu l'euphorie des années 90, mais l'Union soviétique n'est pas finie. En fait, on a eu au pouvoir une personne qui a été formatée par le KGB, qui a eu toutes ces références historiques, tous ces arguments qui venaient de l'Union soviétique et qui surtout était blessé par l'effondrement de l'Union soviétique et qui était déterminé pour rejouer cette issue de la guerre froide et essayer de faire un nouveau match avec l'Occident et cette fois-ci gagner grâce à sa détermination et sa volonté. Et pourtant, il reconnaît, et pas qu'à demi-mot, que tout ne se passe pas aussi bien que cela devrait, 4 ans et demi après la guerre. On va l'écouter, c'était dimanche dernier, lors du congrès de son parti. Oui, nous voyons les problèmes. Nous en sommes conscients et nous y répondons. Mais nous veillerons assurément à la sécurité du pays et de nos citoyens, à l'inviolabilité des frontières de la Russie sur une longue perspective historique. C'est précisément ce à quoi nous aspirons. Sans aucun doute, nous ferons face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, y compris les attaques terroristes sur notre territoire et contre les infrastructures. Il n'a pas le choix, Vladimir Poutine, parce qu'on a vu ces images assez incroyables. On va revoir. Alors, il a frappé Saint-Pétersbourg en fin de semaine, mais il y a cette image surréaliste de cette raffinerie près de Moscou qui a été sur tous les réseaux sociaux, qui a inondé le monde. Il n'a pas le choix. Il peut plus dire non, il n'y a pas de problème. On revoit cette image qui est quand même assez dantesque. Il doit reconnaître que ça ne va pas. Ça change quand même. En fait, Poutine, quand même, est un maître de la propagande. Donc, encore une fois, il a appris ça dans l'Union soviétique. Et ce qu'il a appris aussi, qu'il faut quand même imposer une certaine image à la population, certaines idées, par exemple l'idée qu'il n'y a pas de choix, mais que Vladimir Poutine comme leader de la Russie. Mais après, il sait aussi qu'il faut essayer de ne pas être en décalage absolu et trop évident avec la réalité. Donc, s'il y a les images qu'il peut pas nier, il faut réagir. Il faut dire que oui, il y a des petits problèmes économiques. Oui, il y a une certaine pénurie de carburant. Vous voyez. Donc on va voir. Oui, parce que là, ces images aussi, elles sont parvenues sur les réseaux sociaux. On va voir ces images de files d'attente, mais impressionnantes. On a vu des bagarres. Donc là, il ne peut plus dire il n'y a pas de problème. Et ça le fragilise ou pas? Bien sûr, il est en quelque sorte piégé entre cette communication totalement fausse et puis la guerre qui maintenant atteint les Russes chez eux. Et Vera, je trouve, a tout à fait raison quand elle parle de l'esprit de revanche. C'est un homme du ressentiment, de la revanche. Ce sont les émotions sur lesquelles il joue. Et donc ce sentiment on nous a, l'Occident nous a fait du mal, on va se venger, et puis ils aident l'Ukraine, et puis ça explique donc cette attaque massive la plus importante depuis le début sur Kiev, avec au moins 31 morts. Oui, bien sûr, il se venge. Et on constate qu'en fait, plus son armée conventionnelle sur le terrain n'a pas d'avancée, ne donne pas de bons résultats, plus lui il se venge en visant des immeubles civils. Or, vous voyez, à la télévision russe, ils expliquent que tout Kiev est un vaste laboratoire de montage de drones et que partout derrière les habitations civiles à Kiev, des gens travaillent pour ce qui est évidemment totalement faux et ils visent sciemment des infrastructures civiles pour semer la peur, la terreur dans les villes ukrainiennes. Mais militairement, qu'est-ce que ça lui donne militairement? Oui, parce qu'on va voir la carte effectivement du front pour l'instant. Pour les deux camps, c'est gelé. Donc c'est ça le problème. Là, il est coincé. Et ça peut lui poser un vrai problème. En fait, le front est pratiquement gelé si on prend un peu une perspective un peu macro. Le front est gelé depuis 2023. En fait, la plus grande avancée de l'armée russe, c'était par surprise, le 24 février. Pendant une semaine, ils ont fait une avancée parce qu'ils ont pris par surprise les Ukrainiens. Après, en 2023, 2024, 2025, chaque fois, ils ont avancé dans 1% du territoire ukrainien. Donc, c'était presque rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, effectivement, sur le front, l'armée russe n'a pas de solution. L'armée ukrainienne, au contraire,
ils ont, à mon avis, dépassé la Russie dans certains secteurs de la production de drones. Ça veut dire qu'elles sont devenues si efficaces, leurs drones, si aussi de longue portée, que maintenant, ils sont capables, d'un côté, figer le front, de ne pas laisser passer les Russes dans 60 centimètres, parfois reprendre des territoires. Donc, il y a maintenant les territoires qui sont repris par les Ukrainiens depuis 2026. Et après, ils sont capables, bien évidemment, de viser les territoires russes en profondeur. Ce territoire qui était vu comme un peu en atout de la Russie, maintenant, ça devient en pied d'Achille, finalement, cette grandeur de l'espace russe que Poutine n'arrive pas à protéger. Alors, il y a aussi cette fronde, en tout cas de ce vétéran russe. Là aussi, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné. Elle a fait plus de 19 millions de vues. C'est Alexandre Louvine. On l'a découvert, on ne le connaissait pas. Il a interpellé son président. En ce moment, des dizaines, des centaines, des milliers de nos soldats sont enfermés dans des cachots, punis par leurs commandants. Si vous ne me recevez pas, l'armée retournera ses armes contre le Kremlin. Alors, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Alors, on dit qu'il a été arrêté, de toute façon, pour l'instant. Est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Est-ce qu'il y a un vrai souci, est-ce qu'on le sait, au sein de l'armée russe? C'est difficile à dire, évidemment, parce qu'on n'y est pas. On a très peu d'études sur le sujet. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe très mal parce que les commandants rackettent leurs soldats, qu'il y a énormément de sévices, que c'est vraiment des pratiques absolument barbares. C'est terrible. Donc ça rejoint ce que dit cet homme. Mais oui, tout ce qu'il dit est vrai. Quand il parle des trous, là, il en parle. Ça existait déjà au moment de la guerre de Tchétchénie, d'ailleurs, où on creuse des trous, on met de l'eau dedans, on met les prisonniers là-dedans, on les laisse pourrir, on les sort de temps en temps, on les tape, on les remet. Et puis cette pratique aussi qui s'appelle l'annulation, qui consiste, quand un commandant estime qu'un homme n'est pas intéressant ou qu'il a fait des choses pas bien ou qu'il ne va pas au front avec assez d'enthousiasme ou il lui déplaît tout simplement, eh bien il le fait annuler, c'est-à-dire il le fait tuer. Il a des tueurs, il leur dit voilà c'est lui là, et puis il les tue. Et pourtant, ils ont besoin d'hommes, les Russes. Il y a 1,4 million de soldats russes qui ont été tués ou blessés depuis février 2022. Le chiffre est sorti cette semaine. C'est un centre d'études stratégiques et internationales de Washington. Est-ce que là aussi, comment peut faire Vladimir Poutine? Il doit y avoir une colère. Est-ce qu'elle va éclater, cette colère des familles, ou pas? Vu qu'on rappelle qu'il y a des primes très importantes aussi. Bien sûr que beaucoup des Russes ne sont pas contents avec tout ce qui se passe dans leur pays. Bien sûr, beaucoup ne veulent pas sacrifier. Bon, il y a ceux qui veulent sacrifier leur mari et leur frère parfois, mais beaucoup ne veulent pas. Mais la question suivante est qu'est-ce qu'il peut faire contre l'État qui force les gens d'aller dans cette guerre. Donc on sait qu'il y avait 300 000 hommes qui ont été mobilisés par force. Il y a les conscrits qui normalement ne peuvent pas être envoyés au front, mais on les force aussi par les menaces, par les tortures aussi parfois, d'aller au front. Donc la population, elle peut pas manifester ou contester directement cette stratégie. Par contre, la population, ce qu'elle peut faire, c'est essayer d'éviter. Et c'est ça d'ailleurs que aussi beaucoup de gens en Russie ont fait en septembre 2022. Donc l'État russe doit inventer les outils et les mesures plus sophistiquées pour aller tracer les gens et essayer de les rattraper. Donc d'où un Internet qui serait vraiment local, c'est-à-dire obligé, comme ça existe en Iran ou en Corée du Nord. Et surtout maintenant, ce qui se passe, apparemment, il y a une préparation de la deuxième vague de la mobilisation qui ne sera pas décrétée comme en septembre 2022, parce que quand même le gouvernement russe a tiré les leçons de 2022. Ils ont vu que la réaction dans la population était très négative. Donc c'était quand même assez déstabilisant de décréter la mobilisation. Cette fois-ci, apparemment, ils veulent essayer la stratégie à bas bruit. Ça veut dire, sans déclarer la mobilisation, commencer à piocher dans différentes villes. D'ailleurs, on a vu déjà quelques images quand il y avait les commissaires qui venaient pour recruter les hommes, en leur disant que vous êtes mobilisables, vous devez rendre votre service, votre dette à votre patrie, venez avec nous et signez le contrat avec l'armée russe. Donc maintenant, on voit qu'ils préparent peut-être cette mobilisation pour résoudre le problème du personnel au front. Alors pour l'instant, ça tient, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'instabilité autour de Vladimir Poutine. Est-ce que ça va venir de l'intérieur, du pouvoir intérieur qui va décider de l'écarter? Est-ce que ça, c'est possible, les fameux Siloviki? C'est encore une fois très difficile à dire. Ça semble pas possible parce que tout a été vraiment tout est très verrouillé. Et vous voyez les gens. On parlait tout à l'heure, les gens, ils sont mécontents parce qu'il n'y a plus d'essence, mécontents parce qu'il n'y a plus d'Internet, mécontents parce qu'ils aimeraient que cette guerre s'arrête, même si on n'a pas le droit de dire guerre et qu'ils préfèrent ne pas en parler, mais ils voudraient quand même que tout ça s'arrête. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que
il ne lit pas forcément. Vous voyez, ça s'arrête, ça veut dire écraser l'Ukraine. Il faut qu'on écrase définitivement l'Ukraine. Ils disent pas, il faut que ça s'arrête, qu'on fasse des négociations, qu'on soit raisonnable. Ah non, pour eux, il faut quand même écraser l'Ukraine. Oui, dans la majorité. Souvent dans le discours, c'est ça qui... Et souvent, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, par exemple, les familles qui protestent, il y a eu récemment des lettres qui ont été hackées, qui étaient des lettres de familles de contractuels envoyés au front, souvent qui avaient disparu. Parce qu'ils ont été éliminés comme ça. Après, on dit, votre mari, désolé, il a disparu. Comme ça, les familles ne touchent pas en plus la prime de mort, de décès, qui est importante, entre 80 000 et 120 000 euros quand même. Bon, alors ces familles écrivent une lettre en disant, mais c'est horrible ce qu'on a fait à mon mari, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a appris, etc. Mais à aucun moment, alors ils disent, nourrissez-les mieux, dites-nous où ils sont, rendez-nous leur corps. À aucun moment ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette guerre? Mais pourquoi on est allé là? Mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Pourquoi on tire sur nos frères ukrainiens? À aucun moment il y a ça. C'est-à-dire que c'est pas connecté pour le moment. Peut-être que ça finira, mais... Ils ne peuvent pas dans ce sens-là, vous voyez. Mais même si certains soutiennent cette guerre, il y a ceux qui ne soutiennent pas, mais qui ne peuvent pas exprimer ouvertement au ministère son mécontentement. Ils ne peuvent pas écrire au ministre « Arrêtez cette guerre, elle est fratricide, vous êtes tous criminels ». Il y a aussi le cadre dans lequel ils sont renfermés pour survivre, pour sauver aussi leurs proches. Effectivement, on comprend que même s'il est fragilisé, Vladimir Poutine, eh bien, il peut encore tenir longtemps. Il peut tenir. Longtemps. Oui. Eh bien, écoutez, merci infiniment à vous deux d'avoir participé à ce débat.